Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. Avec le démantèlement de la jungle de Calais, les migrants ont rejoint les centres d'accueil partout en France. 46 d'entre eux sont à Saint-Pierre-des-Corps, nous les avons rencontrés. Les états généraux de la culture ont débuté aujourd'hui à Tours. La culture, investissement d'avenir selon les élus présents. Avec 16 000 emplois en région, le secteur pèse presque autant que l'aéronautique. Et puis l'année martinienne se poursuit en Touraine. Aujourd'hui, zoom sur les 4 événements à venir proposés par le diocèse. Ils sont environ 300 migrants de la jungle de Calais à être accueillis en région Centre-Val de Loire. Une fois en centre d'accueil, que deviennent-ils? Quel est leur quotidien? Sébastien Branger s'est rendu à Saint-Pierre-des-Corps où 46 migrants sont installés. Vous allez le voir, la plupart veulent tester une vie en France. Il y a une dizaine de jours, ils étaient encore dans la jungle de Calais. Ils sont 46 migrants, quasiment tous originaires du Soudan, à être aujourd'hui hébergés par un centre d'accueil et d'orientation, un CAO, à Saint-Pierre-des-Corps. Pour la DOMA, l'organisme en charge de leur hébergement, tout s'est fait dans l'urgence, mais tout est prêt pour les accueillir dignement. Les CAO, en tout cas, c'est des dispositifs qui sont nouveaux, qui ont été initiés par la circulaire de novembre 2015. Et on avait déjà mis en place un CAO à Fondette, d'abord, sur quelques mois, sur la période hivernale, qu'on a fermé en février dernier pour réouvrir un autre dispositif CAO aussi sur la résidence universitaire de Grandmont, et qui fonctionne là depuis février tout à fait bien. Le quotidien se met en place doucement. Retrouver des gestes simples comme cuisiner ou discuter autour d'un café. Il faut dire que le chemin a été long et difficile avant d'arriver ici. Aton a 25 ans et était étudiant en anglais au Soudan à l'université. Mais ce n'était pas vraiment un lieu de refuge, mais un lieu d'affrontement violent, où beaucoup de ses amis y ont laissé la vie. Ici, nous croyons en l'idée de la protection, c'est la première chose. Et après, c'est l'idée de l'éducation. Je pense que c'est la chose la plus importante. C'est quelque chose qui est plus fort que les armes. On veut chasser les armes de chez nous et nous voulons nous éduquer par nous-mêmes. C'est ça que je veux. En bref, c'était la deuxième journée de lutte contre le harcèlement scolaire ce jeudi. Selon une enquête, le nombre de cas recensés aurait baissé de 15% en France, en tout cas au collège. En Indre-et-Loire, en 2015-2016, le harcèlement scolaire concerne 59 enfants et adolescents, 34 dans le Loir-et-Cher. Un écart qui s'explique notamment par le fait que l'Indre-et-Loire compte presque 2 fois plus d'élèves que le Loir-et-Cher. États généraux, acte 2. Après l'économie et l'emploi, la région Centre-Val de Loire se penche cette fois sur la culture. Début des discussions aujourd'hui à Tours, 6 rencontres au programme. La culture, un secteur qui compte dans l'économie locale, 16 000 emplois en région Centre-Val de Loire et des créations d'entreprises. Les précisions d'Aurélie Renaud. Le 37e parallèle, lieu de création artistique à Tours-Nord, est la première de 6 rendez-vous, de 6 rencontres régionales. Sur place, des directeurs de salles de spectacle, des artistes, des diffuseurs, ils sont là pour apporter leur pierre à l'édifice, à la future politique culturelle régionale. En Centre-Val de Loire, la culture est soutenue à hauteur de 30 millions d'euros. C'est 3% du budget de la région et 2 fois plus que la moyenne des régions en France. Alors on a une étude très intéressante qui vient de sortir par le Césaire qui chiffre à 16 000 emplois en région Centre-Val de Loire, les emplois dans le secteur de la culture globalement. Donc ça peut être de la création, de la diffusion, des emplois publics, des emplois privés. Et 16 000 emplois, c'est autant que l'industrie de la pharmacie, de la chimie et de la cosmétique réunis. Le Centre-Val de Loire souhaite faire de la culture un identifiant fort, mais pas question d'enfermer la région dans son histoire, ses châteaux ou ses jardins. Oui, nous avons une histoire de l'architecture considérable ici avec les châteaux Renaissance, ok, avec les cathédrales de Bourges, ok, mais l'art contemporain, la création contemporaine, c'est pour ça que j'ai voulu, à partir du FRAC, à partir d'Olivier Debré ici à Tours, que j'ai voulu avec Bourges, avec Amilly, que j'ai voulu avec Chaumont, que l'art contemporain, c'est que les artistes aujourd'hui se sentent de plein pied, et j'ajouterai un point, l'art partout et pour tous. Souvent prise comme variable d'ajustement pour boucler un budget régional, la culture est relativement dynamique en Centre-Val de Loire. Selon une étude de l'INSEE publiée en mars 2016, ce secteur représente 950 créations d'entreprises, soit plus de 6% de la création régionale.
Autre secteur clé pour l'économie locale, l'aéronautique. Nous vous en parlions hier. Une quarantaine d'entreprises participent aujourd'hui et demain au Vinci à Tours, au 4e rencontre aéronautique de la région Centre-Val de Loire. Alors si vous êtes intéressé par ce secteur, sachez qu'environ 500 offres d'emploi vous attendent. Tous les métiers, de l'opérateur en commande numérique à l'ingénieur. Je vous le disais en titre, les orthophonistes sont en colère. Manifestation aujourd'hui devant l'hôtel de ville de Tours. En cause, des salaires trop bas, à peine plus que le SMIC en début de carrière pour un bac+5. Les explications de Sébastien Branger. Virginie Joly est orthophoniste depuis une dizaine d'années en neurochirurgie à l'hôpital Bretonneau à Tours. L'orthophonie est mal connue. En milieu hospitalier, la discipline a pourtant une place essentielle dans de nombreuses pathologies. On a une prise en charge qui va être beaucoup plus large que les simples fonctions langagières au niveau d'autres fonctions qui interagissent avec le langage, comme l'attention, comme des troubles de la communication, plus largement également. Et donc on doit faire une évaluation du patient qui est très longue, qui dure 2 heures, avant de mettre en place cette chirurgie pour pouvoir soigner au mieux le patient et lui proposer surtout la thérapie la plus adaptée à son cas. Virginie fait figure d'ancienne dans le secteur, car nombreux sont ses collègues qui quittent les hôpitaux publics pour le privé. C'est vrai que pour moi, la question s'est régulièrement posée d'aller travailler en libéral pour pouvoir avoir un salaire plus décent. Mais j'ai encore espoir que les choses s'arrangent et je m'accroche, comme beaucoup de mes collègues, à mon poste hospitalier, car on veut que l'orthophonie vive à l'hôpital et l'orthophonie a une très grande place à avoir à l'hôpital. Un orthophoniste en début de carrière touche un peu plus du SMIC après un bac+5. Ils sont à peine 1 millier dans le secteur hospitalier contre 22 000 en libéral. Un déséquilibre qui nuit à la formation et donc aux patients des hôpitaux. Nous sommes beaucoup d'orthophonistes hospitaliers à participer dans les centres de formation, à être enseignants, à être directeurs de mémoire, d'accueillir des orthophonistes en stage. Et si évidemment les orthophonistes partent des hôpitaux, ce part de l'enseignement, de l'expertise qui est transmise dans les centres de formation va disparaître. Donc il y a vraiment une implication, c'est pour ça qu'il y a vraiment une unité dans notre profession, étudiants, professionnels, libéraux, salariés du privé et salariés du public. À noter qu'une délégation de l'intersyndicale doit être reçue aujourd'hui par le cabinet de la ministre de la Santé, Marisol Touraine. Nous vous en parlions régulièrement. 2016, année martinienne, les 1700 ans de la naissance de Saint-Martin. La municipalité s'apprête à clore ses festivités. Le diocèse, lui, continue avec un festival du partage, 4 jours consacrés aux plus célèbres des évêques de Tours, avec un accent mis sur la spiritualité. Romain Delville. À Tours, les festivités autour du 17e centenaire de la naissance de Saint-Martin connaissent 3 types d'organisation. Il y a les événements organisés par la mairie, c'était le cas cet été du spectacle Son et Lumière, la projection monumentale sur la cathédrale Saint-Gatien. Il y a les événements co-organisés par la mairie et le diocèse de Tours, comme la repose de la statue restaurée de Saint-Martin il y a une dizaine de jours. Et puis, il y a les occasions où le spirituel reprend la main au séculaire. Ce sera le cas pour le festival Saint-Martin, festival du partage qu'organise le diocèse du 10 au 13 novembre. Il y a des niveaux d'engagement qui sont différents. Qu'il y ait un côté, j'allais dire, populaire, d'un côté festif, un côté... c'est très très bien, je trouve que c'est important que tout le monde puisse participer à cette fête. Pour nous, c'est véritablement Saint-Martin qui a vécu sa foi, qui a été un des pionniers, si je peux dire, de l'évangélisation de la Touraine. Et ça, on ne peut pas l'oublier. Au programme et de manière non exhaustive, une marche aux lampions, des messes bien sûr, dont une nuit porte ouverte à la basilique pour les prières. Et après le succès du repas partagé l'an dernier à l'église Saint-Julien, le diocèse réédite l'expérience pour l'inscrire dans le temps. Il n'y a pas, j'allais dire, des assistants et des assistés, mais tout le monde prend sa place. Et ça, je trouve que c'est un moment de convivialité au sens noble et fort du terme qui est très beau et important. Côté mairie, ce week-end du 11 novembre marquera la fin de l'année martinienne. Pour le diocèse, ça continue avec à l'Ascension et en juillet 2017, de nouvelles festivités. Football à présent et le TFC qui joue demain soir face au leader du championnat de Ligue 2 contre Brest. Il faudra oublier la dernière défaite face au Red Star. Objectif, sortir de la zone rouge. Clémence Drouet. Manque de concentration au Tours FC. Avec seulement 2 victoires en 13 matchs, les temps sont durs. Pour Fabien Mercadal, cela s'explique surtout par des moments de faiblesse sur le terrain, notamment après le premier but encaissé sur la pelouse du Red Star. Depuis le début de la saison, les efforts ne payent pas.
Le manque d'expérience de certains joueurs pourrait jouer en leur défaveur. On a une équipe jeune, peut-être que c'est ça, et ça me paraîtrait le plus logique. Voilà, on a des joueurs qui, de manière générale, qui manquent d'expérience, puisqu'on a 22 ans de moyenne d'âge environ, et que voilà, parfois, peut-être des signaux qu'on détecte un peu trop tard du terrain. Pour les joueurs, la difficulté est surtout de garder le moral. Le mot d'ordre est simple, se serrer les coudes et renforcer leur attention sur le terrain pour enfin renverser la tendance. Les joueurs continuent d'affronter la tempête et d'après Thibaut Sillard, l'esprit de groupe n'est pas entaché. Même après des gros coups durs comme ça, je pense que certains groupes se seraient peut-être effondrés ou vraiment auraient sombré. Nous, pas du tout. Au contraire, on a hâte de repartir au travail, d'aller rechercher à nouveau des points. Donc non, dans le vestiaire, après des coups difficiles comme la défaite du Red Star, c'est sûr qu'on en parle forcément, on essaie de savoir ce qui a été, ce qui n'a pas été, mais ça ne joue pas du tout sur l'ambiance ou la cohésion du groupe. Demain, le Tour FC jouera à domicile contre Brest, leader du classement. L'équipe a déjà 5 victoires à son actif car ses joueurs gèrent bien les fins de match et les temps forts, contrairement au Tourangeau. Les Bleus vont devoir redoubler d'efforts s'ils veulent l'emporter à domicile et raviver la flamme du côté des supporters. Il a lancé les états généraux de la culture. Aujourd'hui, défend la candidature de Tours pour devenir une métropole. François Bonneau, président PS du Conseil régional du Centre Val-de-Loire, est l'invité de la rédaction. Nous lui demanderons également si François Hollande doit y retourner ou non. A tout de suite.